Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur Congo Culture. Aujourd'hui, nous allons donc passer à notre deuxième numéro de l'émission Forum des chercheurs. Forum des chercheurs, aujourd'hui, va recevoir un dinosaure de la recherche. C'est comme ça qu'on l'appelle affectueusement dans le milieu. Il s'agit du docteur Mabanza Joseph, qui est à l'origine d'une culture de manioc, d'une variété de manioc appelée MM86. Il va nous parler du manioc. Il va nous parler de l'origine du manioc, il va nous parler de toutes les maladies qui attaquent le manioc et surtout de la valeur nutritive du manioc. En tout cas, sans plus tarder, avec nous sur ce plateau, avec Monissa Chiwani, nous allons donc recevoir, dans le cadre de l'émission Forum des chercheurs, le docteur Joseph Mabanza. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. C'est un honneur de pouvoir vous recevoir, moi et Chiwani, ma collaboratrice. Nous allons donc co-animer cette émission Forum des chercheurs pour laquelle vous êtes invité. Vous êtes notre deuxième invité de la série. Merci beaucoup. Alors pour commencer, dis bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de la chaîne Congo Culture? Qui est le docteur Joseph Mabanza? Je m'appelle Joseph Mabanza. Après avoir obtenu mon baccalauréat au lycée Savognon de Brazza, je suis allé en première année à la fac des sciences et j'ai passé encore une année en Centrafrique et je suis allé en Algérie où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur agronome. Je suis rentré donc en 1974. En 1975, j'ai été recruté au ministère de l'Agriculture et envoyé à l'Oudima, où j'ai commencé à entreprendre mes travaux sur les recherches. Ensuite, en 1979, j'ai obtenu encore une bourse de formation où je suis allé en France et j'ai obtenu mon diplôme de DEA, diplôme d'études approfondies, mon diplôme de doctorat d'ingénieur et mon diplôme de doctorat d'état et sciences. Je suis rentré au pays, j'ai donc animé, j'étais directeur du centre de recherche sur l'amélioration génétique des plantes, en abrégé CERAG, où j'ai travaillé sur le manioc. J'ai également animé aussi le réseau sur le manioc, le réseau centre et ouest africain de recherche sur le manioc. Et c'est moi qui étais donc le coordonnateur de ce réseau au niveau de l'Afrique du centre et de l'ouest. Vous êtes à la retraite, c'est depuis quand? Depuis 2013, je suis à la retraite. 2013, donc pratiquement 10 ans. Voilà. Alors, docteur, c'est très intéressant de suivre ce beau parcours. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a orienté vers l'étude sur le manioc? Il y a plusieurs, c'est vrai que vous êtes un ingénieur agronome, il y a plusieurs cultures, mais vous vous êtes intéressé principalement sur le manioc. Je peux dire que c'est très amusant à mon niveau, votre question. J'ai dit tantôt que j'étais recruté par le ministère de l'Agriculture et finalement envoyé à l'Oudima. L'Oudima, c'est quoi? C'était une station de recherche française au moment de la colonisation. Ça appartenait à la Compagnie Générale des Oléagineux Tropicaux qui fournissait un appui technique au niveau de la culture arachidière dans la vallée du Niari. Et lorsqu'il y a eu l'indépendance, toutes les activités de recherche étaient arrêtées. Donc en fait, nous sommes partis, nous étions deux au départ, deux collègues, Dr Nzaba et moi, Dr Mabanza. Nous étions deux, en ce moment-là, on était ingénieurs. Et notre tâche était donc de redémarrer les activités de recherche. Alors, concours de circonstances, au moment où je me suis retrouvé à l'Oudima, il y a eu donc ces fameuses maladies sur le manioc. La première maladie sur le manioc était appelée Apollo. Je ne sais pas, je pense que les gens ont la mémoire de cette période-là. Cet Apollo est arrivé en 1972 et moi je me suis installé
à Loudima en 1975, janvier 1975. En ce moment-là, il n'y avait pas tellement de conscience au niveau des recherches sur le manioc. Curieusement, en 1976, il y a eu une autre maladie que nous appelons scientifiquement bactériose du manioc, qui ravageait donc les plantations de manioc. Alors là, c'est vraiment ravagé. Nous avons donc eu une mission de la direction de Brazzaville qui est descendue à Loudima et qui nous demandait que parmi nous, nous étions deux, il fallait qu'un s'investisse sur la recherche sur le manioc pour trouver des solutions à cette maladie. Et moi, je me suis porté volontaire et voilà comment a commencé cette expérience chez le manioc. Une grande aventure sur la recherche du manioc. Une aventure, vraiment. Qui vous a mené un peu partout dans le monde. Voilà. Mais avant de pouvoir s'attarder sur cette aventure, docteur, j'aimerais quand même qu'on puisse nous faire une petite restitution historique de l'origine du manioc. Est-ce que c'est une culture 100% congolaise ou africaine, ou encore c'est une culture importée? Non. Le manioc n'est pas une culture congolaise ni africaine non plus. Le manioc, c'est une plante d'origine d'Amérique latine. Vous savez que lorsque les gens ont commencé à explorer le monde, ils ont amené un peu partout beaucoup de plantes qui venaient normalement du Nouveau Monde. Vous savez que nous, ici, nous cultivons très peu de plantes qui sont d'origine soit congolaise ou africaine. Toutes les plantes surtout beaucoup de plantes que nous cultivons viennent d'ailleurs. Donc le manioc vient d'Amérique latine, amené ici au Congo par les Portugais. Et le premier point d'introduction de manioc, ça doit être l'embouchure du Congo. On appelle ça soyo à l'embouchure là-bas. Donc ça vient de là. Et ensuite, ça a gagné l'intérieur du pays avec les mouvements des populations sur le fleuve Congo. Maintenant, je voulais passer la parole à ma collègue Monissia Chiwani, qui a aussi quelques questions à vous poser. Monissia, à vous la parole. D'accord, merci Belka. Docteur, j'aimerais vous poser cette question. Peut-on dire que le manioc est un don de Dieu? En tout cas, moi-même aussi, je le pense. Je le pense parce que le manioc, c'est une plante que moi-même, je trouve, depuis que je me suis investi au manioc, je la trouve vraiment extraordinaire. Parce que en peu d'espace, elle produit plus de calories que d'autres plantes. En très peu d'espace. Ensuite, le manioc, c'est une plante dont on peut consommer en une alimentation et les feuilles et les racines. Vous voyez que Dieu nous aime beaucoup pour nous offrir une plante comme celle-là. Mais les racines, on fait quoi avec? Les racines, bien, l'utilisation que nous avons, dès que les Portugais ont amené la plante et ont amené en même temps la façon de faire des Indiens, parce que c'est les Indiens en fait qui la cultivaient là-bas. Et nos pratiques découlent des pratiques indiennes du manioc. Donc, ce que nous faisons, soit la chikwang, soit les tubercules crus, tout ça là, ça vient de l'Amérique latine. Et nous n'avons fait qu'adopter. Mais maintenant, le manioc, nous disons qu'au niveau scientifique, on peut faire tout ce qu'on veut avec la farine de manioc. Tout ce qu'on peut faire avec les autres farines, on peut le faire avec la farine de manioc. Vous voulez les pains, vous voulez les gâteaux, vous voulez les biscuits, tout ça là, on peut le faire avec la farine de manioc. Ce sont des niveaux tout simplement de technologie auxquels il faut accéder. Vous savez que les autres populations, les autres peuples, ils sont arrivés à ce point-là, pas seulement de but en blanc comme ça. Ils ont affiné leur technologie et ils sont maintenant à ce niveau-là. Donc, à nous, avec le manioc aussi, on peut faire tout ce qu'on veut avec cette farine de manioc. On n'est pas limité. D'accord, docteur. Alors, comment se présente la carte de la culture du manioc au Congo? La carte du manioc de la culture du Congo. Bon, la carte, c'est tout d'abord un élément pratique. Moi, je dirais ceci, que le manioc est cultivé dans tout le Congo, du nord au sud. Mais on le trouve surtout là où il y a beaucoup de population. Si vous avez une zone qui est très peu peuplée, vous n'aurez pas aussi beaucoup de plantations de manioc. Ensuite, l'élément dont il faut prendre en compte,
c'est également les centres de consommation. C'est-à-dire que autour des grandes villes, de Brazzaville et de Pointe-Noire, vous aurez des bassins de production importants. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Nous poursuivons notre entretien. On va revenir maintenant à vos travaux. Au début, vous vous êtes présenté en disant que vous avez été directeur du CERAC à l'époque, qui aujourd'hui est devenu IRA. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette structure? Quelles sont les missions assignées à cette structure? Et est-ce que vous pensez que les objectifs sont atteints? La structure que j'ai animée, qui n'existe plus aussi, maintenant ça a évolué en IRA, en fait, avait comme mission d'avancer des recherches sur l'amélioration des plantes. Quels sont les problèmes que nous avons sur les plantes que nous cultivons, que ce soit à titre de consommation, que ce soit à titre industriel, que ce soit à titre médicinal. Donc toutes les plantes, nous voulions avancer un peu les recherches sur des questions qui nous préoccupent au niveau de ces plantes-là. Et en particulier sur le manioc, la première question, je vous l'ai dit, nous étions en 1972 quand l'Apollo s'est déclenché, et en 1976 quand la bactériose s'est déclenchée, et dans les années 2000 quand la mosaïque a pris le devant sur les autres maladies. Donc, lorsque nous nous sommes engagés en 1975, dès 1979, nous avons résolu le problème de l'Apollo avec la variété MM78. Je me rappelle que le ministère de l'Agriculture, lorsqu'il y a eu des problèmes à l'ECANA, en 1980, avait donc produit des boutures de la MM78 qu'il avait envoyées à l'ECANA pour juguler les problèmes qu'ils avaient. Et lorsque nous sommes arrivés en 1985, nous avions résolu le problème de la bactériose. Alors, peut-être que c'est des mots qui sonnent comme ça, mais il fallait être paysan en ce moment-là pour savoir de quoi il s'agissait là. Parce que ça veut ravager toutes les plantes, cette bactériose-là. Je me rappelle que dans la zone, il y avait des variétés comme Odion, Murumosina, Gamfo. Toutes ces variétés-là étaient vraiment décimées. Et heureusement, en 1985, nous avons mis au point la variété MM86, que les paysans ont appelée Gansa, et qui a remplacé toutes ces variétés-là. Donc je dis bien Gamfo, Odion, Murumosina. C'est des variétés qui étaient plantées par les paysans en ce moment-là dans la zone. Et c'est l'œuvre du CERAC à l'époque? L'œuvre du CERAC, bien sûr. Et donc, pour adopter la MM86. Donc, ça a été une solution au problème posé. Et quand nous parlons de MM86, dans le cadre de nos recherches, nous nous sommes rendus compte que finalement, c'est vous qui êtes à la tête de cette recherche et c'est vous, l'innovateur ou l'inventeur de cette variété du manioc. Alors, d'où vous est venue cette idée de combattre ces maladies et trouver une solution assez efficace? Oui, parce que nous avons commencé donc à chercher, lorsque le problème de bactériose s'est posé en 1976, nous nous sommes dit qu'il fallait à tout prix trouver une solution. Nous avons fait des prospections, donc nous avons parcouru le territoire national pour collecter les cultivars et savoir chercher si au sein de ces cultivars-là, il n'y avait pas un cultivar qui résistait à la bactériose. Et là, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas. Il fallait donc le créer. Et c'est la MM86 qui tient le coup jusqu'à présent. Et suite à ces travaux de recherche qui ont pu donner satisfaction à la population congolaise, certains pays se sont intéressés à vos recherches. Et cela vous a valu une reconnaissance internationale et surtout, vous avez assumé des responsabilités dans certaines structures régionales et sous-régionales. Oui, à partir de 1986-87, j'ai été donc le coordonnateur au niveau africain, donc Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, de la recherche sur le manioc.
Donc c'est moi qui animais donc tous ces tissus de recherche sur le manioc au niveau Afrique centrale et au niveau Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous avez apporté à cette structure en tant que chercheur c'est une renommée nationale? Oui, c'est une animation, hein, donc il fallait donner la conscience, les équipements et les financements, permettre à ces pays-là de renforcer leur structure de recherche au niveau national. Moi, j'étais que l'animateur au niveau régional. Mais pour permettre à ces structures de renforcer leurs capacités. Et aujourd'hui, on parle beaucoup du docteur Mabanza en ce qui concerne la lutte contre la mosaïque. Dites-moi un peu comment s'est manifestée cette mosaïque et quel a été le succès de votre variété MM86. Bien. Ben, la mosaïque, lorsque nous avons travaillé sur la bactérie, vous savez que les plantes, c'est des êtres vivants. Hein. Lorsque vous résolvez un problème sur une maladie quelconque, il y a une autre qui apparaît. Et la mosaïque, principalement, c'est une maladie qui existait à l'état latent depuis toujours. Mais elle n'était pas insidieuse jusqu'aux années 2000. À partir de 2000, il y a eu vraiment des ravages, tout simplement parce qu'il y a eu une mutation des micro-organismes. La mosaïque est provoquée par un virus. Et le virus qui existait avant n'était pas aussi agressif. Et lorsqu'à partir des années 2000, il y a eu donc mutation des souches de virus, alors on a connu beaucoup de ravages dans le manioc. Maintenant, nous, ici au Congo, l'avantage qu'on a eu, c'est que, la chance, je peux dire qu'on a eu, c'est que la MM86, quoi qu'elle soit sensible, elle arrive à juguler les attaques de mosaïque. Pas comme dans les autres, pour les autres cultivars où il y a effectivement des déboires. On connaît des déboires sur la variété. Mais la MM86, c'est une variété qui tient vis-à-vis de la mosaïque. Parlons justement des maladies qui attaquent le manioc. Vous en avez cité Apollo 72, vous avez parlé de la bactériole, vous avez parlé aussi de la mosaïque. De toutes ces maladies, laquelle était la plus virulente et pourquoi? Pour le moment, chaque maladie à son temps était virulente. Mais pour le moment, c'est la mosaïque qui est virulente. Tout simplement parce que la mosaïque, la bactériose aussi, c'est un micro-organisme. Mais là-bas, c'est une bactérie. Et la mosaïque, c'est un virus. Et les virus ont les facultés de muter plus rapidement que les bactéries. Donc, les virus qui existaient avant ont reçu des mutations, en fait, qui n'étaient pas d'ici, qui sont venus de l'Afrique de l'Est. Hein, ils ont seulement évolué dans notre contrée, là. Et ils se sont donc combinés aux anciennes souches qui existaient dans nos contrées. Et ont commis beaucoup de ravages sur les variétés de manioc. Bien, au fur et à mesure qu'on avance dans les recherches, on arrive toujours à juguler ces problèmes. Mais évidemment, ça prend du temps, mais on arrive toujours à juguler. Et la meilleure solution, c'est d'avoir une variété qui résiste. Et c'est pourquoi je dis que, dans notre cas, la MM86, c'est une variété qui arrive à juguler les attaques de mosaïque. Le manioc, docteur, c'est parmi les produits les plus prisés au Congo. Mais il y a, comme qui dirait, une rumeur qui est très courante, qui fait croire que le manioc n'a pas d'éléments nutritifs et que manger le manioc ne servirait presque à rien. Vous qui avez étudié le manioc, quel est votre point de vue? Bien, mon point de vue ne peut pas être celui-là. Vous savez, un aliment, c'est un aliment. Un aliment, il apporte ce qu'il peut apporter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut manger un aliment tout seul. Regardez combien de millions de gens sont nourris au manioc. Donc, pour nous, ce qui est essentiel, c'est des services qui rendent à la population humaine. Bien, si vous voyez dans tout ce qui est diététique et nutrition, on vous dit qu'il ne faut jamais manger un aliment seul. Et ça, pour le manioc, je crois que
on ne va plus le rappeler puisque lui, depuis toujours, on ne le mange jamais seul. Donc on ne peut pas dire que une personne nourrie au manioc est mal nourrie. Parce que ce qui lui manque est apporté par d'autres aliments, automatiquement. Et ensuite, vous n'aurez pas quelque part, au niveau de l'humanité, une plante qui va offrir à l'humanité autant d'énergie que le manioc en un espace restreint. Le manioc, moi je dirais, comme madame m'a dit que c'était un don de Dieu, c'est un don de Dieu. Parce que vous avez au niveau des plantes africaines, parce que le palmier à huile aussi c'est une plante africaine, c'est la seule espèce qui donne autant d'huile à l'hectare dans le monde, le palmier à huile. Mais le manioc, c'est également l'espèce qui donne autant d'énergie à l'hectare. Donc c'est déjà un avantage. Aujourd'hui, l'émission Forum des chercheurs vise justement à valoriser cette recherche-là et à donner à la population des informations très fiables sur la possibilité de pouvoir rendre visibles ces résultats-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le manioc a un impact économique important? Le manioc a un grand impact économique important, mais il faut des opportunités de développement de la culture de manioc. Et qu'est-ce que les chercheurs que vous êtes pourraient éventuellement faire pour qu'on en arrive là? Parce que je sais que c'est un travail de synergie entre plusieurs domaines. Oui, mais malheureusement, le chercheur, comme je disais tantôt, son métier, c'est produire des connaissances. Oui. Et ces connaissances, il ne les garde pas pour lui, il les met à la disposition de l'humanité. Normalement, il y a des sociétés, des promotions de développement et en même temps de promotion de technologie. Parce que je vous ai dit qu'avec la farine de manioc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas limité avec la farine de manioc. Tout ce qu'on peut faire avec les farines d'autres plantes, on peut le faire avec les farines de manioc. Ça veut dire qu'on peut développer l'industrie agroalimentaire? Naturellement. Agroalimentaire. Mais c'est des sociétés de promotion de développement qu'il faut. Ça manque tellement dans nos pays. Et à votre niveau, est-ce que vous avez aussi la possibilité de faire quelques propositions? Parce qu'on a l'impression que vous avez la solution à un certain nombre de problèmes qui touchent, par exemple, la culture du manioc, mais vous pouvez aussi faire des propositions pour la valorisation de cette culture. S'il y en avait, ce serait quoi exactement? C'est dans les perspectives de développement de la culture de manioc, il y a la transformation, il y a la commercialisation. Lorsque vous jouez sur ces deux facteurs, ben vous entraînez en même temps la production. Donc, il y a la transformation, il y a la commercialisation. Lorsque vous jouez sur ces deux facteurs, vous avez en même temps la production qui suit. Aujourd'hui, on a quand même l'aspect commercialisation qui se passe, mais on a l'impression que ce n'est pas encore ce qu'il faut. Et ça, ce n'est pas du domaine du chercheur, puisque le chercheur a déjà donné la puce à l'oreille, ce qu'il fallait faire. Naturellement. Voilà. C'est pourquoi lorsque vous me posez la question, j'essaie un peu d'expliquer à peu près comment il faut aborder ces choses-là. Exactement. Parce que nous avons des secteurs. Il y a le secteur production, il y a le secteur transformation et il y a le secteur commercialisation. C'est pourquoi j'ai dit que avec le manioc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est le secteur transformation. Donc, si vous avancez très loin dans ce secteur-là, vous aurez une demande au niveau de la production. Si vous avancez au niveau de la commercialisation, vous aurez aussi une demande au niveau de la production. Donc, tout ce jour-là, c'est les trois secteurs sur lesquels il faut jouer. On va revenir sur la variété MM86 qui est en train de faire encore son temps. Est-ce que cette variété est à l'abri de toute attaque? Quand l'attaque existe, mais on ne peut pas imaginer une attaque. Oui. Lorsque l'attaque existe, oui, elle peut répondre. Elle peut répondre. Moi, je trouve des avantages sur cette variété-là. Je vais peut-être faire une indiscrétion.
Parce que pour moi, ce qui m'importait pour cette variété, c'est que vraiment je la trouvais fantastique. Parce que dans nos pays, la culture de manioc, elle est surtout forestière. Oui. Mais la MM86, c'est une variété de savane. Donc, qui peut donner beaucoup de choses en savane. Et tout ça là pour préserver les forêts. Donc, c'est ça qui me plaisait. Bon, maintenant, si une maladie vient, je vous ai dit tantôt que, en ce qui concerne la mosaïque, elle était latente depuis. Mais elle s'est aggravée parce qu'il y a eu des souches qui ont... il y a eu des nouvelles souches. Oui. Et c'est ça qui a fait que la maladie... C'est toujours la même mosaïque, mais avec une nouvelle souche. Donc, si une nouvelle souche apparaît, est-ce qu'elle peut résister ou pas? Ça, je ne peux pas le dire. Mais lorsqu'elle se présente, après, on observe qu'elle résiste ou qu'elle ne résiste pas. En dehors de la MM86, est-ce qu'on a une autre culture, une autre variété qui peut être codifiée 100% congolaise? Oui, oui. Je vous avais dit tantôt que pour la Apollo, nous avions mis au point la MM78. Et elle avait réussi à juguler les attaques d'Apollo. Oui. Et là, la MM86, c'est pour les attaques de bactériose. Mais en même temps aussi, elle se comporte bien vis-à-vis de la mosaïque. Mais il y a eu d'autres variétés, la MM79. La MM79, c'était également une variété fantastique parce que celle-là, les autres variétés, vous savez qu'en sélection, nous travaillons avec les paysans. Donc, il faut s'insérer dans le système de production du paysan. Le système de production du paysan fait de sorte que, au lieu de 12 mois, vous allez jusqu'à 24 mois, pourquoi pas 36 mois. Hein? Nous sommes obligés d'appuyer le paysan. Donc, ces variétés-là, MM78, ce sont des variétés qui peuvent aller jusqu'à 24-36 mois. Le malheur de la MM79, c'est que c'est une variété de 12 mois. Et au-delà, elle commence à faire des fibres. Ouais. Mais du point de vue de tonnage, comparaison avec les autres variétés, à 12 mois en tout cas, elle est impeccable. Parce que vous avez des promoteurs, des développeurs qui vous disent « Ah, ben, il est à 12 mois, lui, il veut rentrer dans ses finances après une année. Il ne va pas attendre. » Oui. Donc, hein, c'est pour dire que la recherche est un peu... Non seulement vous êtes dans le cycle de production paysan, mais ensuite vous devez satisfaire en même temps des opérateurs économiques. Donc, bien sûr, quand j'ai dit tantôt où est-ce qu'on produit le manioc, là où il y a des centres de consommation, vous avez la zone d'Odjiba, par exemple, où il y a des néo-ruraux, ils sont là-bas en même temps pour vivre et survivre. Donc, ils veulent vendre. Donc, après 12 mois, il doit rentrer dans ça. Donc, la MM79 était très bien pour ces gens-là, parce qu'à 12 mois, il y avait déjà quelque chose ouais, une forte production de manioc. Mais la MM79 ne rentre pas dans le système de production paysan, parce qu'après 12 mois, ça pourrit si vous voulez. Oui. C'est peut-être ce qui justifie aussi certains échecs. Oui. Alors que celui qui est là pour faire du fric à 12 mois, il rentre dans... Donc il y a toutes ces particularités-là que nous, on doit tenir compte aussi en recherche. Lorsqu'on dit quelle variété, bon, où est-ce que, ainsi de suite, ah, qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous êtes, tout. Après vous lui proposez une variété. Voilà comment je pouvais répondre. Nous allons inexorablement vers la fin de notre émission, mais nous avons encore deux questions à vous poser. La première question, l'avant-dernière, c'est de savoir pourquoi vos travaux sont beaucoup plus sollicités à l'extérieur qu'ici sur le plan local. On a l'impression que votre renommée à l'international pèse plus que sur le plan local. Lorsque
nous avons fait quelques recherches sur vous, on s'est rendu compte que vous êtes beaucoup invité sur les colloques, les séminaires à l'étranger, mais pourquoi ne pas faire ces activités sur le plan local aussi? J'ai été dans beaucoup de pays, uniquement pour parler du manioc. Et parfois même, je me suis retrouvé, moi seul africain, avec beaucoup d'autres, pour parler du manioc. Bon. Mais au niveau de notre pays, ça, je ne peux pas répondre pourquoi. Mais moi, j'ai fait en tant que chercheur, j'ai fait le travail qu'il fallait que je fasse et je l'ai fait, je pense, que comme je pouvais. Aujourd'hui, à la retraite, quelle est la position du docteur Mabanza par rapport à la recherche? Par rapport à la recherche, bon, la position, vous savez, moi, c'est un métier que j'ai aimé. Mais il faut former les gens pour les aimer, et pour aimer le métier et encourager ces gens aussi. C'est ça ma position. Est-ce que vous êtes satisfait de la relève? Est-ce que vous êtes satisfait de la relève? Bon, la relève, on en a préparé, mais il faut qu'elle soit utilisée. Vous savez, ce n'est pas toujours facile ou évident de travailler dans nos pays. Mais il faut organiser. Je pense qu'au niveau de l'organisation et de l'appui, oui, ce n'est pas toujours évident. Parler du manioc, ce n'est pas du tout facile, surtout lorsque on est en face d'un éminent docteur Mabanza qui est vraiment le spécialiste du manioc. On n'a certainement pas touché un certain nombre de points pour lesquels vous avez quelque chose à nous dire, mais si la parole vous est donnée pour clôturer cet entretien, sur quel point aimeriez-vous partager avec la population vos recherches sur le manioc? Je pense que les problèmes ne finiront jamais. Et il faut faire confiance à la recherche. Nous allons nous tourner du côté de Mme Chiwani. Alors, docteur, j'aimerais savoir d'où provient le nom de MM86. Est-ce que M, on prend d'abord le M de votre nom, Mabanza, ou bien comment? Pourquoi avez-vous donné le nom de MM86? Bien, c'est une question qui revient souvent. Vous savez, moi, j'ai commencé, j'ai dit tantôt, en 1975. Et j'ai dit que j'étais parti à Loudima. Et le site de Loudima s'appelle Malela. Le site de Loudima s'appelle Malela. Et M, le premier M, c'est manioc. Le deuxième M, c'est Malela. Et l'autre, c'est le code. Donc, il n'y a pas de Mabanza là-dedans. Il n'y a pas de Mabanza. Et je précise, madame, excusez-moi. Je précise que dans le temps, le centre de recherche agronomique de Loudima, c'est-à-dire CRAL dans le temps, c'est la station d'Odziba appartenait à ce centre-là. Donc pour nous, que ce soit Odziba, que ce soit Kindamba, que ce soit Evo, parce que j'avais installé aussi des essais à Evo. Hein. Je suis allé plusieurs fois à Evo et aussi à Kindamba. Donc pour nous, tous les maniocs étaient de Malela. MM86. Voilà. Merci. Je vous en prie. Pour clôturer, docteur, le dernier mot vous revient. À qui vous l'adressez et pourquoi? Je l'adresse au DG, directeur général de l'ANVRI. Je ne veux pas développer parce que je peux me tromper. De l'ANVRI pour ce geste vraiment qui me touche personnellement. Parce que je pense que nous avons travaillé, mais les résultats de recherche, si on ne les exploite pas, ils ne pourront jamais rien donner. Donc je crois que c'est dans cette direction et je crois que c'est déjà un petit grand pas dans cette direction-là. Vraiment, je l'encourage. Voilà. Également, nous vous disons merci parce que tout le plaisir était pour nous de recevoir un chercheur de grande taille comme le docteur Mabanza qui a beaucoup fait, surtout pour un aliment qui nous a bercé depuis notre toute petite enfance et jusqu'à aujourd'hui. Et nous pensons que c'est en partie grâce à vos efforts que nous ne souffrons pas de crise de manioc au Congo. Et pour cela, nous disons grandement merci.
Amis téléspectateurs, en tout cas, très heureux de nous avoir suivis au cours de ce deuxième numéro du Forum des chercheurs. Il a été question aujourd'hui de parler du manioc, des recherches qui ont été faites sur le manioc par le docteur Joseph Mabanza, un chercheur de renom de ce pays, qui non seulement a effectué beaucoup de recherches sur le plan local, mais qui a partagé sa vision, son expérience à travers le monde, parce que le manioc, c'est une culture presque devenue universelle. C'était un plaisir. Je pense que vous aussi, vous avez beaucoup apprécié cet entretien. Et s'il y a des questions à poser, posez-les sur Facebook et sur YouTube. Comme ça, nous allons les remonter au docteur qui pourra certainement revenir à vous la prochaine fois pour vous éclaircir sur un certain nombre de points. Entre-temps, Chiwani, qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs? Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook Congo Culture et la chaîne YouTube Congo Culture TV. Et donc, prochainement, nous allons nous retrouver dans le cadre de cette émission Forum des chercheurs.